vous propose de faire juste un petit tour de table pour vous présenter chacun et vos entités respectives. Donc Isabelle Paz, directrice des contrats multisites de Dalkia à la direction commerce, au siège. Et donc Pierre Salé, responsable RSE à Paris La Défense Arena. Jérémy Jean, fondateur de l'entreprise eGreen, spécialisée dans les économies d'énergie au travers de l'analyse des données et des sciences du comportement. On va s'échanger le micro. Donc Emmanuel Clerc, Crédit Agricole Immobilier, directeur des services immobiliers aux institutionnels, notamment la partie exploitation des surfaces de bureaux en Ile-de-France. Alors merci beaucoup de participer à cette table ronde. Donc je le rappelle, donc on a Paris La Défense Arena qui remporte du coup un cube d'or sur le concours Cube Paris La Défense. Crédit Agricole Immobilier qui remporte 3 cubes d'or sur ces 3 sites, sur ces 2 sites plus un prix animation. Donc triple cube d'or, et puis Dalkia du coup qui accompagne à la fois Paris La Défense Arena et Crédit Agricole Immobilier sur ces sites, sur les sites qui ont concouru cette année, et puis eGreen donc qui va accompagner du coup Crédit Agricole Immobilier qui a déjà démarré pour les accompagner sur la prochaine saison du concours. Du coup, ma première question, c'est à Crédit Agricole Immobilier et puis Paris La Défense. Comment est-ce que du coup vous réalisez ce niveau de performance? Quelle interface vous faites et vous avez travaillé entre du coup l'utilisateur et puis l'exploitation d'Alkia? Comment vous travaillez cette relation Alors, je trouve qu'effectivement, on a un très beau panel ici. Alors, je vais juste remplacer Paris La Défense Arena par nos utilisateurs qui ont été vraiment les très grands acteurs de ce concours. Il est extrêmement rare qu'on arrive à avoir une telle osmose et voilà, une telle imbrication de la totalité des composants qui permettent d'arriver à ce résultat. Franck Ellaré, on a très bien parlé tout à l'heure. L'essentiel, c'est de faire converger toute cette mobilisation vers cet objectif unique, vraiment partagé. Alors bien évidemment, on peut y rajouter cette composante de jeu qui a été voilà, assez stimulante pour les entités qui sont présentes sur ces surfaces. Mais ça n'aurait jamais été possible, hein, clairement, sans notre mainteneur, sans l'ensemble des technologies de mesure. C'est comme ça que je vais vous classer, Jérémy. Mais voilà, c'est quand même c'est un travail d'une profondeur assez extrême et qui a cette chance, encore une fois incroyable, d'emmener la totalité des populations. Et je vais juste rajouter un petit élément, c'est que si vous essayez, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, on est tous très couverts, on met 19 degrés dans les bureaux, c'est sympa, on entend quand même beaucoup les gens tousser, pas simplement parce qu'ils pensent qu'il fait froid, mais justement parce qu'il fait un peu froid pour ce qu'ils peuvent supporter. Mais quand on les emmène et qu'on les mobilise sur cette typologie de concours pour justement qu'ils le vivent et qu'ils en soient les acteurs et que ce ne soit pas subi, on obtient des résultats qui sont incroyables, mais véritablement incroyables. Et le fait que nos ambassadeurs aient été là également pour recevoir ces cubes, c'est aussi que c'est cette preuve que très clairement les utilisateurs sont la clé dans cette démarche de l'économie d'énergie. Alors, toutes les composantes le sont, mais sans eux, on n'y arriverait pas. En tout cas, si on leur fait subir, ça ne sert à rien. Alors que s'ils en sont les acteurs et qu'ils le vivent, c'est déjà une grande partie du succès. Merci beaucoup. Côté Paris La Défense, du coup, Paris La Défense Arena, c'est un constat que vous partagez? Oui, tout à fait. Nous, on a vraiment misé sur l'humain dans la stratégie d'optimisation énergétique. Dès la réalisation d'un audit énergétique qu'on avait fait en amont de se lancer dans le concours avec les équipes de Dalkia et d'EDF, et on avait identifié que le facteur humain allait être la clé de la réussite. Donc que ce soit aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec les équipes Dalkia qui sont présentes sur site, mais aussi tous nos prestataires qui sont au quotidien actifs sur notre bâtiment. C'est vraiment de faire corps ensemble pour réduire nos consommations, faire attention à nos gestes et mettre en place des éco-gestes. Et donc finalement, le concours a été un moyen de mettre en avant ce qu'on avait déjà initié l'an passé à la sortie du Covid, parce qu'on a quand même été très impacté au moment du Covid par notre activité avec l'arrêt de tous les événements et donc des équipes qui étaient hors site pendant presque 2 ans. Et donc le retour
à la vie normale, entre guillemets. Et ce concours ont permis de remobiliser les équipes et de les faire adhérer à des nouvelles pratiques. Avant, il y a peut-être 2 ans de ça, personne n'était choqué de voir des lumières allumées dans les loges ou dans les salons. Aujourd'hui, chacun est là pour mettre le signal dès qu'il y a une lumière qui est oubliée. Donc je rejoins totalement les dires de monsieur. Je me tourne vers Dalkia maintenant, puisque effectivement, on va pas se mentir, dans le concours, les meilleures performances, c'est beaucoup un travail sur la régulation, sur les équipements techniques, et donc l'opérateur et l'exploitant a vraiment ce rôle clé, mais forcément derrière cet arsenal technique, il y a un utilisateur qu'il faut arriver à embarquer. Comment est-ce que vous, Dalkia, est-ce que vous prenez en compte du coup l'utilisateur quand vous travaillez, quand vous exploitez ces bâtiments? Alors effectivement, nous on a 3 leviers principaux pour économiser les énergies. Le premier, c'est de regrouper les besoins de nos clients pour effectivement piloter au juste moment et au juste prix la consommation d'énergie. Donc on travaille avec les collectivités, on a des clients privés et publics, les collectivités et nos partenaires clients pour définir avec eux leurs besoins. Le deuxième levier, c'est effectivement les éco-gestes. Donc ça passe par du coaching énergétique sur les sites, sur les bâtiments avec nos clients pour motiver chaque utilisateur à pouvoir économiser. Il faut savoir que 1 degré d'économiser, c'est 7% de la facture énergétique. Donc c'est quand même sur eux aussi que repose beaucoup les économies d'énergie. Puis le troisième levier, c'est les équipements, c'est-à-dire quand on a remplacé des équipements, choisir des équipements moins énergivores, surtout qu'on a quand même beaucoup d'accompagnement aussi de l'État pour pouvoir remplacer les équipements qui consomment moins. Donc voilà les 3 leviers sur lesquels on s'appuie, mais un des leviers forts, c'est les utilisateurs des bâtiments. Merci beaucoup. Donc on parle beaucoup des utilisateurs et du coup on a un peu une nouvelle discipline qui émerge maintenant, c'est ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage, en complément de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est quelque chose dans laquelle on voit de nouvelles startups comme par exemple eGreen qui se spécialise, c'est-à-dire assister les entreprises à mobiliser finalement en interne les utilisateurs autour justement de une conduite plus sobre des installations. Est-ce que vous pouvez, Jérémy, nous parler un peu plus de comment ça fonctionne finalement l'assistance à maîtrise d'usage et comment le travail eGreen? Bien sûr, effectivement, l'assistance à maîtrise d'usage, c'est accompagner l'ensemble des collaborateurs. Quand on est Crédit Agricole, par exemple, il y a des milliers de collaborateurs sur des campus qui ont chacun des contraintes à une activité de travail et finalement des enjeux qui doivent mettre en œuvre bien avant faire des économies d'énergie. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les intéresser? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une approche descendante qui part bien sûr d'une volonté managériale de mettre en place ce type de démarche avec au bout de la chaîne, un collaborateur qui, lui, a des horaires, doit travailler et forcément a un besoin de confort minimal pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ces tâches avec une certaine efficacité. Et donc, c'est un peu partant de ce constat-là que la société eGreen a été créée. C'est comment est-ce qu'on peut en fait faire changer les comportements dans le domaine des économies d'énergie au travers des sciences cognitives, en fait des sciences comportementales. Donc, c'est principalement la psychologie cognitive et la psychologie sociale. Et comment est-ce qu'on peut inciter vers des pratiques plus éco-responsables. C'est ce qu'on appelle des biais persuasifs qui permettent, en fait, on a tous en nous des biais qui nous permettent, alors il y a tout ce qui est lié à la compétition, ça va forcément motiver, il y a le retour d'information, la capacité de suivre et d'analyser les données de consommation dans son bâtiment. Ça permet de se rendre compte que ce n'est pas une petite goutte d'eau dans l'océan. Quand collectivement on met en œuvre des éco-gestes, il y a des vraies répercussions, il y a des vraies économies. Il y a bien sûr le volet plus social, d'appartenance à une communauté entre collègues, de fait de se stimuler. C'est pour ça aussi qu'on met de plus en plus en place des concours qu'on appelle Cube by eGreen, c'est-à-dire que par exemple on va challenger différents bâtiments entre eux au sein d'une même entreprise, parce que c'est beaucoup plus parlant dans une entreprise de pouvoir se dire voilà, je vais challenger le bâtiment d'à côté ou l'autre entreprise que je connais bien, et entre collègues on se connaît, donc on va être un peu dans la même équipe et affronter une autre équipe qu'on peut identifier. Et donc tout ça en fait va contribuer à inciter vers des pratiques plus éco-responsables et va permettre aux gens d'adhérer à cette démarche et de changer, parce que c'est une vraie problématique de changement de comportement global. Là on parle des économies d'énergie dans les bureaux, mais pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a aussi un vrai besoin de changement.
Et donc, voilà, d'identifier l'ensemble de ces biais persuasifs peut permettre derrière d'avoir des solutions efficaces. Et c'est effectivement le cas de tout ce qui est maîtrise d'usage. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très important, d'être capable d'embarquer finalement. Et nous, la capacité d'entrain du concours Cube, elle vient aussi de la mesure du résultat, de pouvoir montrer des résultats à chaque mois et dire voilà, on a fait des efforts, mais on a gagné tant de points dans la compétition, on a gagné tant de pourcentage d'économie d'énergie, on y arrivait tous ensemble. Cette mesure, c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus important pour être capable de savoir d'où on vient et où on veut aller. Du côté d'Alkia, vous avez une application d'Alkia Analytics justement qui travaille sur ces sujets de mesure. Pourquoi est-ce que c'est important cette mesure et comment vous l'exploitez Oui, alors Dalkia Analytics, effectivement, on a développé il y a quelques années c'est vraiment destiné plutôt à nos clients industriels. En fait, on se base sur la puissance de l'intelligence artificielle, puisque c'est un partenaire qui s'appelle Metron qui nous a aidé à proposer ces solutions à nos clients industriels, qui permet de modéliser en fait les procédés industriels de nos clients et d'aller chercher des leviers qu'ils n'avaient pas identifiés au préalable. Donc il y a un certain nombre de données qui sont très nombreuses à regrouper et on va aller chercher les leviers sur leurs procédés, leur proposer d'autres façons de faire au quotidien pour réduire leur consommation d'énergie. Ça, c'est effectivement Dalkia by Metron. Et il y a quelques semaines, là, le 23 novembre, on a une solution qui a été mise en œuvre avec BNP Paribas et puis Amazon Web Services et Metron, qui propose aux industriels, donc ça a une centaine d'industriels, il y a déjà 40 candidats qui se sont inscrits pour pouvoir bénéficier de cette solution d'étude en fait, des procédés. Donc c'est Decarb Fast Track, le nom, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais voilà, c'est depuis le 23 novembre que c'est ouvert. Et le guichet, il est ouvert jusqu'à mi-janvier. Donc s'il y a des industriels qui sont intéressés, il faut s'inscrire avant la mi-janvier. Super, merci beaucoup. Le message est passé. Côté eGreen, pareil, vous travaillez sur les pics de consommation. Vous avez aussi tout un travail autour de la donnée. Comment est-ce que vous l'exploitez du coup ? Exactement. Alors, on l'exploite de deux manières. Déjà, nos clients en fait, vont nous signer des consentements qui nous permettent d'automatiser la collecte sur les compteurs communicants. Donc, grâce à ça, on n'a pas forcément besoin d'installer d'appareillage ou de matériel hardware. Et donc, on est en capacité d'optimiser la courbe de charge, par exemple, parce qu'avec les compteurs communicants, on a un point 10 minutes de courbe de charge. On a aussi un index quotidien. Donc ça, c'est extrêmement utile pour pouvoir mieux piloter. Et on peut aussi aller en complément installer des sondes de température, de CO2, d'humidité, voire des capteurs divisionnaires pour pouvoir mesurer les consommations par usage, par exemple, et rentrer dans le détail pour bien évidemment comprendre les consommations et ensuite mesurer l'impact d'actions d'efficacité énergétique sur le retour sur investissement et sur finalement les économies réelles réalisées. Toujours sur cette notion de la donnée, nous, une des premières choses qu'on fait dans le concours Cube, que les utilisateurs font, les candidats, c'est aller chercher ces factures et la plupart du temps, on se rend compte que c'est déjà là que commence en fait l'effet Cube, de se rendre compte de là d'où on part et de où se trouve la donnée, la chercher, l'accumuler et voir du coup commencer à avoir une progression. Côté Crédit Agricole Immobilier, comment vous appréhendez ce sujet de la donnée, du pilotage ? Alors, en fait, moi, je vais vous refaire un parallèle avec le passé et puis ce qu'on vit aujourd'hui. Cette maîtrise de l'énergie, c'est quelque chose qu'on développe depuis maintenant plus de 10 ans. En fait, on a fait des progrès qui sont plus que significatifs en termes de consommation sur nos deux campus ou sur l'ensemble de notre parc d'exploitation, mais pas forcément en y associant autant les utilisateurs que le champ de contraintes actuel nous a permis de le faire. Et en fait, alors on va retomber dans les clichés du management, mais c'est finalement le plus important. On vit une période, je vais être choquant, on vit une période formidable. On vit une période formidable parce qu'en fait, on a l'obligation de transformer ce champ de contraintes en opportunité. C'est une formidable opportunité de sensibiliser tout le monde, mais effectivement, il nous faut, ce dont Isabelle et Jérémy ont parlé, il faut effectivement de la data, pas simplement de la facture, être capable d'avoir cette finesse et cette profondeur de gestion qui permet d'expliquer, de mieux piloter, de mieux maîtriser. Mais encore une fois, sans l'utilisateur et sans cette capacité à l'emmener avec nous, on ne fera rien de la data.
on fera rien. Et encore une fois, le champ de contraintes qu'on vit aujourd'hui, il est unique, parce qu'il ne faut pas rêver. Ce qu'on vit là, on va le revivre tous les hivers. Les conditions qu'on a changées, que ce soit en hiver ou en été, c'est certainement de façon extrêmement pérenne. On faisait avant de l'exploitation, je veux dire, extrêmement pilotée par l'aspect financier. Ça y est, on est en train d'effacer ou de redéfinir les conditions du confort par un contrôle de gestion que je vais qualifier d'énergétique, avant qu'on en arrive inévitablement au contrôle de gestion carbone. Puisque, alors, on a beaucoup parlé d'économie de carbone, de tonnes de CO2 non émises, mais on a des ambitions, et je pense qu'on a tous, enfin, de toute façon réglementairement, on aura tous les mêmes. Neutralité carbone à 2050. Donc à partir de là, encore une fois, nous n'avons d'autre choix que de transformer ces contraintes en opportunités. Et c'est une première étape. Alors et d'ailleurs, la dimension de ce qu'on vit aujourd'hui est assez significative. On a déjà gagné un cube il y a 5 ans. Il me semble qu'on n'était pas dans le cadre de la restitution, en tout cas de la remise des prix, dans un cadre de cette dimension, avec autant de personnes. Et je pense qu'un jour, ce sera trop petit ici pour une remise des prix cube. En tout cas, je le souhaite. On l'espère. On l'espère. Et je redonne la parole du coup à Pierre sur l'Arena. Pareil, on est dans une salle la plus grande d'Europe, mais qui est aussi probablement l'une des plus sobres en termes d'énergie. Là, on l'a vu dans le concours, presque 30% d'économie d'énergie sur cette année, des chiffres équivalents sur les années précédentes, une maîtrise de l'énergie vraiment importante. Comment est-ce que vous arrivez à avoir ces scores-là en termes de pilotage de l'installation ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce qu'on pourrait nous dire, on a eu le Covid, mais les consommations sont par rapport à 2019, donc c'est-à-dire à un jour d'exploitation du site qui est à peu près équivalent, voire un peu supérieur, à 10 jours près. Avant même de penser aux actions qu'on a mis en place, je pense qu'il faut rappeler la conception du bâtiment. Donc on est sur un bâtiment dont les travaux ont commencé en 2014 pour un bâtiment livré fin 2017. Et l'isolation, qui avant tout était pensée d'un point de vue acoustique, a servi la cause du thermique, qui fait qu'aujourd'hui, alors peut-être que pour certains il fait un peu frais, mais l'inertie du bâtiment fait qu'aujourd'hui, sans chaud ni froid apporté, on arrive à avoir une température autour de 16 degrés. Donc c'est déjà un premier levier sur lequel on a pu s'appuyer dans les actions qu'on a pu mener. Et après, donc, sans repasser par le facteur humain, ça en effet était de s'intéresser à la data dont on ne s'intéressait pas avant. Il faut le dire, ça a été de suivre nos consommations par événement, par jour d'exploitation, mais aussi hors événement, parce qu'on se rend compte qu'on a 120 à 130 jours d'exploitation aujourd'hui de notre site, et le reste, c'est du courant, et c'est finalement cette part-là qui représente la plus grande partie de notre consommation. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur les outils proposés par Dalkia ou par eGreen, mais on constitue notre base de données avec les équipes Dalkia qui sont sur site, avec notre GTB pour piloter le bâtiment et pour récupérer le plus de données, faire de l'analyse et optimiser au mieux nos actions. Mais pour atteindre ce résultat, aujourd'hui, on a dépensé 0 € en matière de rénovation du bâtiment. Ça sera l'objet de la saison qui arrive. Mais à date, toutes nos actions sont l'humain et la façon dont on va piloter notre bâtiment, gestion de la température, gestion de l'éclairage en particulier. Je précise effectivement que du coup Paris La Défense Arena reviendra la saison prochaine, mais pas dans une saison cube tertiaire, mais cube infrastructure sportive, puisqu'on va avoir d'autres stades et arénas qui vont rejoindre la compétition et donc qui vont jouer sur le même podium que Paris La Défense Arena. On aura du coup des bâtiments qui reçoivent des événements sportifs. On aura par exemple le stade toulousain notamment. On aura aussi des bâtiments qui reçoivent du public pour des événements. C'est un nouveau sujet qu'on voit émerger, notamment dans le monde du sport, ce sujet de l'efficacité énergétique. Paris La Défense Arena, vous êtes plutôt, vous vous positionnez plutôt en avance. Quels sont les challenges maintenant pour ce secteur-là et comment ils les appréhendent ? Disons qu'on a été remarqué comme rapidement pour ce sujet-là. Parce qu'on a participé aussi au groupe de travail avec le ministère de la Transition écologique pour le plan de sobriété énergétique dédié au sport. Donc ça a déjà été une récompense pour nos actions.
Après, dire qu'on est en avance, je ne sais pas. On a pris le sujet peut-être au bon moment et un petit peu en amont de certains. Il y a d'autres enceintes qui aujourd'hui sont bien avancées, notamment en matière d'énergie renouvelable. Je pense au groupe Ama Stadium à Lyon qui développe tous les panneaux photovoltaïques. Donc il y a quand même des sujets en avance sur ce point. Je pense que le secteur de l'événementiel et du sport a tout intérêt de se saisir de ce sujet, d'autant plus quand on voit la superficie des bâtiments et ce que cela représente. Aujourd'hui, tout le monde y est contraint, de la salle de sport municipale à une enceinte comme la nôtre. Tout le monde a son rôle à jouer. Mais si on peut inspirer et aider des gens, mais on est aussi preneur des bonnes initiatives de nos concurrents, entre guillemets. Je me tourne vers Crédit Agricole. Pareil, on a des nouveaux challenges aussi qui émergent côté tertiaire. Là, on a un plan de sobriété qui démarre. Vous l'avez rappelé à juste titre. On parle de cet hiver, mais ça va aussi continuer probablement sur les hivers suivants. Comment est-ce que ça affecte votre vision, votre manière de traiter ce sujet-là? Comment vous vous préparez à la suite? Il y a forcément on va dire une composante, une dimension du raisonnable qui doit aller soit prendre le pas, soit interférer avec les ambitions parfois peut-être démesurées en termes de réduction. J'entends par là des victoires rapides, c'est celles qu'on a tous déjà vécues. Voilà, des adaptations qui, encore une fois, ne sont pas neutres pour les utilisateurs. On dégrade véritablement leurs conditions de confort, et pour autant, voilà, par rapport, exactement comme Pierre, par rapport à une année comme 2019, qui est une véritable année de référence, septembre, on est déjà à moins 15% dans mes souvenirs en consommation énergétique. Octobre, on doit tangenter les 20 points. Et novembre, je ne parle pas de décembre, parce que décembre démarre très mal. Faut reconnaître, là, avec les températures qu'on prend. Mais voilà, sur le mois de novembre, je pense que la tendance va se confirmer. Et pour autant, j'ai envie de dire, et toujours dans cette logique, vous savez, sur cette dernière dimension du contrôle de gestion qui est celle du carbone, tout rénover pour tout rénover, en n'attendant pas que ce soit amorti, changer les technologies parce qu'on fait beaucoup mieux aujourd'hui, mais encore une fois, si c'est pour aller jeter un paquet d'équipements extrêmement fonctionnels dont personne ne fera rien, avec un potentiel de recyclage proche du zéro, je pense que c'est pas la bonne idée. Voilà, donc on a une vision extrêmement raisonnable en termes de schéma directeur immobilier, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à l'ensemble des bâtiments les plus anciens, ce qui veut dire j'espère bien qu'on rejoint un podium ici sur ces bâtiments un jour. On a pour cible très claire de les emmener à 100 kWh du mètre carré par an. Voilà, ce qui est largement sous la consommation de référence absolue. Et c'est une ambition qu'on sait être tout à fait réalisable. Et pour autant, tout ce qui est existant et qui n'est même pas RT 2012, on va juste aller mettre les coups de tournevis là où il faut pour atteindre, si on peut, cette consommation de référence absolue. Sinon, les 40 points de moins par rapport aux années, à l'année de référence. Mais encore une fois, de façon raisonnable, sachant que, alors j'ai cette particularité, c'est d'héberger des organisations qui sont extrêmement changeantes. Et donc, je ne doute pas que d'ici 2030, si ce n'est beaucoup plus tard, les opportunités de réorganisation nous permettront de façon globale de retraiter ces bâtiments de façon plus profonde et d'obtenir des résultats en termes de consommation largement supérieurs. Donc on va laisser le temps faire son effet et encore une fois ne pas... alors c'est très raisonnable, je ne suis pas banquier au départ, je vous rassure, mais je commence à adopter les raisonnements de banquier. Très clairement, ça ne sert à rien de jeter ce qui n'est pas usé. C'est encore une fois, d'un point de vue carbone, ce serait un non-sens. Par contre, respectons bien évidemment nos objectifs et pas simplement réglementaires. On a souvent des ambitions largement supérieures aux objectifs réglementaires. On va les atteindre, mais sans démesure. Ouais, le sujet du carbone, c'est encore un sujet très important. Nous, on essaye de le traiter aussi à l'IFPEB, notamment avec le booster du réemploi ou le hub des prescripteurs bas carbone sur ces sujets-là.
pour conclure, je me tourne vers vous, du coup, Isabelle. Aujourd'hui, on voit bien que la relation entre exploitants et utilisateurs continue d'évoluer, notamment à travers les contrats de performance énergétique, mais on voit bien qu'il va falloir aller encore plus loin dans ce travail. Comment est-ce que vous envisagez ce travail-là pour la suite d'ici, on a des seuils décrets tertiaires 2030. En 2030, comment vous projetez du coup ce travail-là d'exploitant? Alors c'est vrai, on a parlé de comportement, on a parlé de conduite des installations, hein, c'est sûr, je vous rejoins sur le fait qu'il faut déjà bien conduire les équipements existants avant de les remplacer. Mais effectivement, l'outil qui nous paraît important de développer beaucoup plus qu'il est aujourd'hui, c'est le contrat de performance énergétique, dans lequel on va s'engager sur la durée, parce qu'il va y avoir effectivement, à travers un plan pluriannuel de travaux, donc à partir du moment où les équipements ne peuvent plus avoir les rendements qui sont exigés, on les remplace par des équipements moins énergivores. Et donc on s'engage à plusieurs leviers, hein, le levier conduite, le levier comportement et le levier remplacement de l'équipement, qui fait qu'on arrive à un taux de réduction proche de 40-50% en fonction des projets et de la capacité aussi d'investissement des clients. Mais voilà, c'est vraiment un outil intéressant pour l'avenir à développer beaucoup plus qu'il est aujourd'hui. On développe aussi beaucoup les réseaux de chaud et de froid chez Dalkia, puisque c'est vraiment aussi un des outils et une des solutions intéressantes pour l'avenir. On n'en a pas assez encore aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a fixé 1300 réseaux supplémentaires, dont 1200 pour des villes inférieures à 15 000 habitants. Donc c'est assez ambitieux. D'ici 2030, ça veut dire 2 réseaux par département par an. Donc c'est quand même beaucoup. Et pour ça, on est là pour accompagner nos clients. C'est un vrai deuxième outil intéressant, parce que ça mutualise en fait les besoins et ça fonctionne très bien en termes d'économie d'énergie et d'économie, enfin d'ENR, voilà, et de décarbonation, puisque il y a 10 ans, on était à 10% d'ENR sur les réseaux de chaud et de froid. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc voilà, dans quelques années, on sera autour de 80-90%. Donc on espère de moins en moins dépenser de gaz sur les réseaux. Merci beaucoup pour ces éclairages. On arrive au bout de cette table ronde. Il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup d'avoir participé. Je le rappelle, 2 champions du coup. Paris La Défense Arena, Crédit Agricole, 3 cubes d'or. Merci encore à Dalkia et à Igreen d'être également intervenus. Et puis à l'année prochaine dans le concours Cube. Merci beaucoup. Merci à vous.